Bonjour, je m'appelle Thierry Zarquin, je suis président de l'UPE 13 Territoire Étang de Berre et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour notre émission Place des entrepreneurs, pour la première fois délocalisée sur un territoire. Aujourd'hui, nous sommes à Rognac. Pour cette émission, je remercie le soutien de la région Sud et de Cage Business School. Et donc, nous allons commencer par la présentation de nos invités. Sophie, on commence. Bonjour, je suis Sophie Deson, je suis la présidente d'une entreprise familiale qui est basée à Saint-Chamas. Nous sommes 45 salariés et nous sommes une industrie qui fabrique des machines spéciales pour l'aéronautique. Bonjour, je suis Jean-Paul Truc, je suis président fondateur de Espergo. Nous distribuons du matériel ergonomique pour les aménagements des postes de travail avec deux axes, le maintien et le retour en poste des personnes en situation de handicap et la qualité de vie au travail. Très bien. Bonjour à tous, je suis Christine Chélan, Châteauviran, donc domaine familial à Lançon de Provence. Nous faisons du vin, de l'huile d'olive et quelques produits spécialités provençales annexes. Aujourd'hui, nous avons 60 employés à temps plein sur la propriété, donc entreprise familiale aussi. Voilà. Merci. Bonjour, je suis Anne Gégat, je participe à la direction du groupe Sommeform, centre de formation et CFA, avec 3 établissements, à Toulon, à Vitrolles et à Arles. C'est à peu près 5000 m² de locaux, 500 étudiants en alternance, une cinquantaine de salariés permanents et puis un certain nombre de formateurs occasionnels. Ok. Alors, écoutez, on vit une période un peu compliquée depuis quelque temps. Donc depuis le mois de mars, l'économie a été un peu mise en parenthèse pour un certain nombre d'entre nous. J'aimerais savoir quel a été votre ressenti sur cette période que vous nous donnez de vivre, qui est malheureusement pas encore terminée. Quels sont les impacts qu'il y a eu dans votre organisation, dans votre société, pour votre activité? Quel est votre ressenti un petit peu sur cette période? Qui commence? Jean-Paul? Avec plaisir. Alors nous sommes une toute petite entreprise, on est 5 dans la société et le cœur de notre métier c'est d'être en présentiel près de nos clients puisqu'on fait faire des essais du matériel. Donc que ce soit pour le handicap ou pour la prévention, c'est toujours pareil. Donc le premier confinement, on l'a pris en pleine poire et on a été obligé de s'arrêter complètement. Donc pour nous ça a été une mise entre parenthèses alors qu'on était en pleine croissance, on était à fin mars, on était à plus 90% par rapport à l'année dernière et là ça a été un coup d'arrêt total. Heureusement qu'on a été accompagné efficacement aussi par l'UPE 13 pour obtenir le PGE, ce qui nous a permis de passer ce cap. Après, dans notre domaine, comme on est quand même dans l'aménagement de poste, on a redémarré correctement, mis à part un deuxième arrêt de 15 jours à cause d'un cas contact. On peut considérer que le deuxième confinement, on ne l'a pas vraiment subi, parce qu'en fait, le type de matériel qu'on met en place, il y a toujours des besoins. C'est surtout les projets de réaménagement qui ont disparu, mais globalement, notre activité a repris. Ce qui nous pénalise aujourd'hui, c'est la présence de nos clients. On a la chance d'avoir des institutionnels essentiellement, mais tout ce qui est entreprise a quasiment disparu. On a du mal à contacter les gens, et puis je crois que les entreprises aujourd'hui ont d'autres préoccupations que de faire des réaménagements. Donc on reste optimiste parce qu'on a la chance d'être sur un domaine où les besoins existent encore. Mais si on est obligé de s'arrêter d'être en présentiel chez nos clients, puisque c'est une part importante de notre activité, forcément on sera très très pénalisé. Donc on reste optimiste, mais en attente de tout ce qui se fera demain. D'accord, donc sur les donneurs d'ordre publics, il y a plus de facilité, c'est ça, que dans les entreprises privées pour avoir des rendez-vous Alors oui, on a quand même possibilité d'intervenir chez les institutionnels, de fait. Après, on a aussi l'opportunité d'équiper les gens en télétravail, parce que ça fait que partie de la composante. Pour nous, c'est devenu une opportunité. Mais les entreprises, surtout privées, elles sont elles-mêmes bloquées. Il y en a certaines qui vont fermer de nouveau dans le deuxième confinement, ou qui sont très frileuses à recevoir du monde et à réinvestir. Donc en fait, oui, on a plus de facilité à rentrer chez les institutionnels de manière un peu surprenante. Puis eux, au moins, on sait qu'ils seront là encore demain. Oui, oui. Ok. Alors, nous, dans l'agroalimentaire, donc c'est un peu différent parce que
effectivement, donc on fait des produits du terroir et les gens, on est dans la mouvance de consommer local et à proximité. Donc on n'a jamais fermé, on a eu cette chance aussi de pouvoir continuer, même si ça a interpellé pas mal les gens de penser que le vin et l'huile d'olive étaient un produit de première nécessité. Donc ça a été une chance. En revanche, on fait 30% de notre chiffre d'affaires avec la restauration. Et donc la restauration, ça a été 30% en moins du chiffre. Pour autant, donc, tout ce qui est épicerie fine de proximité aussi est resté ouverte. Donc là, leur chiffre a explosé et donc ça a pu diminuer l'impact de la restauration pour nous. Et une chance, une coïncidence extraordinaire, c'est qu'on avait tout misé sur le digital et que le digital était prêt à cette date. Et donc moi j'avais investi sur un community manager, on a refait le site internet, là il vient de sortir, mais on était vraiment prêts et ça a été une chance parce que si l'internet représentait rien du tout dans notre chiffre d'affaires, je crois qu'on faisait 3 000 euros par mois et pas davantage, aujourd'hui on arrive à 50-60 000 euros par mois. Donc ça compense beaucoup ce manque à gagner. Et puis le premier confinement aussi, on a vu une autre façon de consommer. Les gens ont consommé beaucoup d'huile d'olive parce qu'ils ont cuisiné. Ils ont consommé moins de bouteilles de vin parce que moins de fêtes. Et pour autant, beaucoup de bag-in-box. Donc c'est allé. Et puis après, il y a eu l'été pour rattraper tout le marasme et faire la fête. Donc pour nous, ça s'est bien passé. Globalement, ça s'est bien passé. En revanche, celui-là de confinement, je pense qu'il y aura une perte de chiffre d'affaires puisque après janvier, février, mars, ça ne sera pas des périodes de fête ou festives. Et effectivement, les gens vont faire aussi leurs courses sur Internet plus que de venir peut-être à la propriété. En fait, j'espère que non. On est ouvert tout le temps et on va continuer. Mais ça génère beaucoup de changements et beaucoup d'interrogations aussi sur le plan organisationnel et sur le plan de la stratégie globale de l'entreprise. Et donc je pense qu'il va vraiment y avoir pour nous un avant et un après aussi, humainement et organisationnellement aussi. Ok, on va y revenir un peu plus tard. Anne ? Alors, lors du premier confinement, on a été tout de suite prêts pour continuer en visio, au moins pour nos alternants. Je rappelle que jusqu'au lundi matin, on n'avait pas les décrets d'application. On ne savait pas si, en tant qu'organisme de formation, on était CFA, donc lié aux entreprises, on serait fermé, on serait ouvert, etc., etc. Enfin, c'était très complexe, mais enfin, on avait déjà imaginé pendant le week-end tout le système. Et les étudiants sont arrivés le lundi matin, et à midi, on a eu le décret formel, et l'après-midi, continue en visio. Donc, les étudiants, ça s'est plutôt bien passé, si ce n'est que on a des démotivations, forcément c'est pas la même chose. Je pense que ça a été plus dur pour les formateurs parce que c'est compliqué de faire des séances et des mois entiers en visio. Pour la formation professionnelle, en revanche, comme on est dans la formation tertiaire mais également industrielle, manipuler un automate en visio, c'est pas vraiment idéal. Donc il y a eu une très forte baisse lors du premier confinement. Dans le deuxième confinement, heureusement, on a l'opportunité de pouvoir se déplacer pour faire de la formation. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas eu du tout au même niveau. Si ce n'est dans les grandes entreprises. Les grandes entreprises sont extrêmement frileuses. Elles ont très peur de faire partir des collaborateurs. Non pas parce qu'elles aient peur qu'ils se contaminent, mais en cas de contamination, de cluster, etc., il leur faut tous leurs salariés sur le pont, en fait. Voilà. Et la deuxième partie de l'année scolaire, avec au gré des signalements à l'ARS, ça a été assez sportif, toutes les semaines. Alors moi, je voudrais quand même juste saluer l'ARS qui a fait un très bon travail, un très bon suivi. On avait des comptes rendus, donc on était un peu serein, on pouvait rassurer les gens, mais bon, ça a été un autre métier, en fait. Oui, je crois que la communication était particulièrement importante pendant la période. Sophie ? Oui, alors moi je viens de l'aéronautique, donc l'aéronautique a été particulièrement touchée, mais on s'en est plutôt bien tiré puisqu'on est sur un métier de niche et nos machines sont essentielles pour faire voler les avions.
Alors il faut savoir que c'est l'aéronautique, aviation commerciale qui est très touchée, mais tout ce qui est militaire a continué à fonctionner, l'hélicoptère aussi, malgré tout, et l'aviation d'affaires était basse déjà, donc ça n'a pas changé grand-chose. Donc nous, on n'a jamais fermé, on est toujours resté ouvert, y compris en mars. On a eu la chance d'avoir des clients qui acceptent nos livraisons et on avait la chance aussi d'avoir suffisamment de pièces puisqu'on assemble des machines. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est la communication, comme tu le disais, notamment de l'UPE 13, en nous guidant sur les consignes, les gestes barrières, etc. Parce que tous les jours, ça changeait et ça, c'était vraiment difficile, d'autant que nos salariés ont eu peur, tout comme nous, et il a fallu gérer cette difficulté, continuer l'activité tout en gérant les angoisses, quoi. Deuxième confinement, ça ne change pas grand-chose pour moi, pour nous. On a déjà vécu le premier. Je dirais que c'est dur dans le sens de l'impact dans les gestes, parce qu'on met plus de temps pour fabriquer nos machines, parce qu'on est quand même freiné dans les modes opératoires, ça c'est clair. Par contre, on a mis en place, nous aussi on a joué le numérique, donc télétravail a très très bien marché, donc ça on a été soulagés d'avoir un système 4G pour s'en sortir. Et aujourd'hui on va innover puisqu'on va proposer à nos clients des formations à distance. Donc il y aura aussi un avant et un après, c'est peut-être pas si mal que ça. Même les visites clients sont en visio aujourd'hui, donc il y a un côté pratique où on peut caser 3 visios dans la journée, même si ça a une charge psychologique. Mais peut-on encore dire qu'on remplace l'humain et qu'on ne se voit plus? Je ne suis pas certaine. Donc comment on va faire, c'est un sujet. Alors justement, je profite pour rebondir. On parle beaucoup du monde d'après. Alors moi, j'y crois pas beaucoup au monde d'après. Je pense que si on laisse faire, il sera pire qu'au monde d'avant, malheureusement. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre de signaux qui montrent qu'il y a des transformations dans certaines habitudes de travail. Est-ce qu'elles sont pérennes ou pas? Il y a des entreprises qui en profitent aussi pour se restructurer, se réorganiser sur différents niveaux. Alors, ce que tu disais, Christine, sur l'engagement sur le digital, alors c'était quelque chose que tu avais engagé avant le Covid, mais finalement c'est une aubaine de l'avoir fait à ce moment-là. C'était quoi la motivation au départ? Qu'est-ce que ça a amené aujourd'hui vis-à-vis de la crise? Alors donc c'est vrai que là on en récolte tout de suite les fruits. Après l'idée aujourd'hui c'est pour moi c'est d'être proche des consommateurs, alors et physiquement et de façon différente. Je dis toujours qu'il faut avoir un pas d'avance dans sa vision, réfléchir à demain tout le temps, et c'était vraiment ça, parce que je me disais, la première fois qu'on a eu un site internet c'était il y a 10 ans et c'était un site vitrine. Et aujourd'hui, sur notre site à nous, on est sur un site réellement marchand avec un configurateur. On va chercher le profil du client, on est allé jusqu'au bout du système. Peut-être parce que j'avais envie de faire quelque chose qui soit au top et avec les outils d'aujourd'hui. Et c'est bête, mais quand on voit de quelle façon je consommais, parce que je ne consomme plus Amazon du coup, mais je consommais Amazon, je me disais c'est tellement facile, c'est tellement waouh, tu es chez toi dans ton lit et tu fais tes courses, donc ça on ne le fait plus. Avec les enfants on a entendu qu'il n'y aurait pas de cadeau de Noël Amazon, mais pour autant on a configuré donc notre site avec la même idée, apporter le service, l'expérience client à travers le digital. L'expérience client, je crois que c'est ça aussi aujourd'hui, et même si ça m'enquiquine, parce que c'est pas moi, parce que j'aime le contact humain, parce que j'aime parler aux gens, mais le faire autrement. On a mis le chat aussi dans l'entreprise pour que l'internaute puisse avoir sa réponse tout de suite. Voilà. Donc mon père qui est toujours avec nous trouve ça absolument débile, mais pour autant je lui dis que c'est le truc de demain, et même j'aurais jamais penser que dans notre entreprise agricole, donc les terres restent
reste les terres, on a besoin de nos hommes et de nos femmes sur les terres, mais j'aurais jamais cru qu'on puisse faire du télétravail, et même ça, on est arrivé à en faire. Hein. Donc oui, ça change, ça dépasse nos anciens, donc mon père, ça le dépasse complètement, mais on est vraiment sur... moi, je crois qu'il va y avoir vraiment un changement, et notre responsabilité sociale d'entrepreneur, elle va être encore pire. Ça, j'imagine la charge demain que l'on va avoir. Et l'idée planète aussi, à côté de rationaliser les coûts, la logistique, pour moins impacter la planète. Voilà. D'accord. Tout en gagnant notre vie, hein, parce qu'on est des entrepreneurs. Et il faut faire tourner. Et alors toi, tu fais des visios avec des clients pour voir le matériel, etc. Ça, c'est quelque chose de nouveau, j'imagine, qui a été sous la contrainte. Et finalement, est-ce que vous avez retiré un bénéfice de ce genre d'organisation ? Est-ce que vous projetez sur quelque chose de plus pérenne ? Alors oui, à plusieurs niveaux. D'abord, il y a le devis, donc toute la partie chiffrage. Là, c'est pratique parce qu'on gagne du temps. Nos clients sont éparpillés en France ou même en Europe. Difficile d'aller sur Paris, ensuite sur Saint-Nazaire, et puis sur Nantes, et puis sur Tallard dans les Alpes. Donc ça nous a vraiment aidé sur des petites réunions de ciblage ou de besoins clients. Ensuite, on a eu tout le suivi d'affaires, et là je te rejoins, Christine. On a besoin d'avoir ce suivi malgré tout avec les clients, avec une certaine expérience client. C'est-à-dire que nous, quand des machines sont en cours de fabrication, on va donner des points réguliers. Et ça a été très bien parce qu'on a pu partager des fichiers, on a pu avoir l'équipe en charge dans l'entreprise, on a pu avoir aussi tous les clients qui parfois sont sur des sites différents. Donc ça, c'est très bien. Et puis la nouvelle aventure, c'est la formation. Donc là aussi, on est en train de travailler sur un site qui va permettre d'accompagner, parce que nos machines durent entre 25 et 30 ans. Donc nous, on avait déjà intégré du temps de mon grand-père la non-maintenance programmée. Et du coup, on va essayer d'accompagner nos clients comme ça, parce qu'effectivement, les grosses boutiques sont quand même assez frileuses. Des Airbus, par exemple, pour aller aujourd'hui passer 2-3 jours pour former des clients, c'est compliqué. Les hôtels, les restaurants, la cantine d'entreprise, le CHSCT. Donc là, c'est compliqué, ça aide. Est-ce que ça remplacera tout ? Je pense pas. Mais déjà, ça facilite quand même. Ok. Alors, on parlait de formation. Anne ? Alors, moi, de façon paradoxale, alors je suis j'ai un passé de formatrice, et ça fait donc 16 ans que je suis dans la formation professionnelle, et j'ai vu monter l'e-learning. Alors en français, on dit en fait le FOAD, formation ouverte à distance. Ça veut dire, pour faire très clair, que c'est la personne qui suit la formation qui décide quand est-ce qu'elle se forme. C'est-à-dire que si elle veut faire 1 heure, puis après s'arrêter pendant 3 jours et puis repartir, c'est... Voilà. Donc en fait, il n'y a pas de suivi du formateur. Hein. Et en France, on n'avait que deux systèmes, le FOAD et le présentiel. Et en fait, ça fait des années que je dis, le FOAD, ça ne maintient pas les gens en tension pour apprendre jusqu'au bout. On ne va pas chercher les besoins qu'ils ont, on ne va pas interagir avec eux au maximum. Et je trouvais que le rendu qualitatif, c'était pas extraordinaire. Mais c'était la mode, alors on montait ça un peu en mayonnaise. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que dès le premier confinement, on s'est rendu compte que 80% des formations à distance, en fait, c'était du présentiel à distance. Système juridique qui n'existe pas encore en France, donc il faut le prévoir. Hein. Donc l'UPE doit agir un peu là-dessus. Et au-delà de ça, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens qui me disent « Vous faites du présentiel, on vient ». Parce qu'on n'en peut plus de la visio. Donc, mais quel bonheur pour moi en tant que formatrice de dire ça y est, ils ont compris. Parce que la vision périphérique avec le candidat à la formation qui n'ose pas dire quelque chose, là, vous voyez, je peux voir là sur mon côté, alors qu'en vision, on voit que la personne en face, enfin bon, enfin,
on ne peut pas mesurer l'impact. Donc je suis ravie parce que enfin, en grandeur nature, nous avons démontré ce que je disais depuis 15 ans. Donc ça, c'est une première chose. Mais en revanche, effectivement, la visio, je trouve que c'est quand même une bonne mise en bouche à la formation présentielle. Donc on peut suivre des éléments en visio, ça peut être intéressant. Et ça m'a permis d'avoir des clients à Paris, à Clermont-Ferrand. Je ne serais jamais allée à Clermont-Ferrand. Voilà. Et en leur disant, écoutez, venez en Provence, en plus on a un bel art de vivre, on a du bon vin, on a du bon... on a tout. Venez nous voir, venez nous voir. Ok, et toi Jean-Paul ? J'ai l'impression d'être un peu à la croisée des chemins qui viennent d'être cités, parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, notre métier est un métier qui se fait sur le terrain avec des mises à l'essai, mais en amont, on a quand même beaucoup d'informations à communiquer. Donc c'est vrai qu'on est nous aussi en train de retravailler complètement notre site web, qui est un site vitrine, pour ajouter un petit peu d'informations et permettre, parce qu'on travaille aussi en prescription, aux prescripteurs d'aller un peu plus loin dans le choix avant d'intervenir réellement sur le terrain, donc beaucoup plus d'informations et de guidance sur les choix. On ne travaillera jamais sur un site marchand parce que c'est pas le cœur de notre activité, mais on va rajouter ça. On a aussi beaucoup d'informations parce que l'ergonomie en fait au poste de travail, c'est pas que du matériel, c'est beaucoup de conseils, c'est beaucoup d'informations. Sophie le sait, on est intervenu chez Maison. Et donc on prévoit aussi d'introduire des notions de webinaire. Alors là on est plus dans le FOAD, mais ça reste quand même dans cet esprit-là. Donc la partie numérique est importante pour nous. Après, le présentiel et le contact humain, je pense que là on est tous d'accord, c'est primordial et c'est ce qui manque beaucoup. On sent vraiment que les gens sont dans un univers très anxiogène en ce moment. Et nous, quand on est en contact des gens, on est presque les salvateurs, quoi. Ils nous attendent rien que pour avoir un petit peu... Voilà, le contact est quand même primordial. Après, je ferai une petite parenthèse aussi sur l'organisation. Nous, on a eu de la chance aussi, on avait présélectionné tous nos fournisseurs pour être des circuits courts. Alors, au niveau européen, puisque nos matériels sont à peu près tous, on n'a quasiment rien qui vient d'Asie, pratiquement tout vient d'Europe du Nord, donc de ce côté-là, on a eu quand même la chance de pouvoir préserver ces circuits courts et de ne pas dépendre d'autre chose. Et vraiment, je pense que là aussi, il y a une transformation de pas mal d'entreprises qui aujourd'hui vont resserrer cette notion-là plutôt que d'aller chercher au moins cher, mais chercher de la qualité plus en local. Et ça, on était déjà là-dessus. Et l'écologie, on parlait de non-maintenance programmée, mais c'est ça, quoi. Ouais. Je crois que le matériel durable, le circuit court, je crois que c'est vraiment quelque chose qui va devenir primordial dans le monde d'après. Alors, j'espère bien, en fait. On attend la perche, là. J'espère bien. Alors, je me suis engagé en plus avec l'UPE 13 sur la voie de l'entreprise durable, sur une commission départementale où on va militer évidemment pour ça. Je crois que c'est important, c'est même primordial, comme tu le dis. Alors, j'entends chez vous, effectivement, que ces modifications qui ont été entraînées par cette crise sanitaire, elles ont, pour certains aspects, apporté quelque chose, finalement, à l'entreprise et peut-être vont aider dans la durée à développer des systèmes nouveaux. Ce que j'entends aussi, évidemment, c'est que on en a marre et qu'il serait temps qu'on puisse reprendre un peu de contact. En fait, à l'UPE 13, évidemment, c'est une notion extrêmement importante. L'échange physique, le contact, pouvoir échanger avec ses pairs et avoir ce niveau d'échange, eh bien rien ne le remplace évidemment, et c'est pas en visio. On voit bien, moi j'ai des visios, j'en ai enchaîné des centaines depuis le mois de mars, et c'est effectivement très pénible. Alors, ok, mais finalement, par rapport à la situation que l'on vit, on a malheureusement encore quelques mois difficiles, probablement de nombreux. D'abord, on n'est pas sorti encore du problème sanitaire. Et alors, la sortie de la crise qui est économique, qui est engendrée par ce problème sanitaire, il sera probablement encore plus long. Comment vous vous projetez sur les mois à venir? Quelles sont vos inquiétudes? Quels sont vos espoirs? Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour passer ce cap et quelle est votre confiance en l'avenir finalement par rapport à ça?
qui se lance. Moi, je me lance parce que moi j'ai une crainte. En fait, je suis un éternel optimiste, donc je suis sûr qu'on sortira tous positivement de ce problème-là, à condition qu'on soit justement tous mobilisés et surtout qu'on soit tous debout à l'issue. Et ma crainte, en fait, c'est un peu l'effet domino, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont avoir du mal à s'en sortir, voire même qui vont se casser la figure, on le sait, hein, même si aujourd'hui les faillites ne sont pas encore très nombreuses parce qu'il y a eu du soutien un peu artificiel, je pense que d'ici 1 an, il va y avoir vraiment de la casse. C'est que si le petit tissu disparaît, le plus gros va disparaître et puis on va tous en prendre plein la poire, c'est évident. Donc je crois qu'il faut avoir une mobilisation vraiment très très forte pour accompagner toutes les petites entreprises, et ça, là je remercie l'UPE 13, c'est pas pour faire de la flagornerie, parce que de fait, comme le disait Sophie, on a été bien aidé au travers de ça, et pour aussi, je dirais, remonter aux plus hautes instances ce qu'on vit réellement sur le terrain, et mettre vraiment du concret dans les annonces qui sont vraiment des effets d'annonce, et dont les petites entreprises ne profitent pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ok. Voilà. Mais sinon, je pense que oui, je crois qu'on a tous là autour de la table conscience qu'on est en pleine mutation, mais qu'on peut arriver à en sortir grandi. Ouais. Je rebondirai bien. Moi, ma crainte, elle en découle d'une certaine manière, puisque dans l'aéronautique, il y a eu beaucoup de fonds dégagés par le gouvernement pour aider les entreprises. J'ai une crainte, parce que c'est un métier qui reste international, on le sait tous, avec des offsets. Donc les offsets, c'est que lorsqu'un pays vend son avion, son hélicoptère dans un autre pays étranger, il s'engage à faire de la fabrication sur place. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment un risque pour moi, parce qu'en termes d'entreprises françaises, si ces aides sont portées dans ces très grosses boutiques, je ne suis pas sûre aujourd'hui que ça retombe en pluie sur les PME françaises. Ça n'engage que moi, mais c'est vraiment une crainte, et vraiment ça c'est difficile à gérer, quoi. C'est un peu frustrant. Ensuite, sur l'avenir, je dirais que plus qu'avant, et on en parlait déjà avant la crise, il faut rester agile. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je suis incapable de gérer 2021. Je ne sais plus prévoir. On nous a formaté en sortant des écoles. Tous les chefs d'entreprise doivent faire un plan à 3 ans. Moi, je mets au défi quiconque de faire un plan à 3 ans aujourd'hui, quoi. Enfin, ou alors, si c'est pour se faire plaisir et écrire des pages et des pages, pour répondre aux demandes des banquiers. Ou alors, oui, pour faire des business plans. Ouais, pour répondre aux banquiers. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on va tous être obligés d'avoir un point de mire beaucoup plus étroit. Si on arrive sur 1 année, ce sera déjà pas mal. Sur 6 mois, peut-être, on peut tenter. Mais du coup, il va falloir être agile, il va falloir être à l'affût de tout. Innover, comme disait Christine, prendre un retour d'expérience aussi sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, essayer de se mobiliser, oui, en prenant en compte l'environnement et puis tout le reste pour préserver, je pense, malgré tout, nos emplois en France, et puis essayer quand même de garder nos jeunes, quoi, qui partent pas dans d'autres pays pour s'éclater. Ok, alors on approche bientôt de la fin de l'émission. Je vais encore rebondir là-dessus. Donc moi d'abord je voulais vraiment tirer un grand coup de chapeau aux entreprises du territoire. On s'attendait à ce que l'apprentissage s'effondre. On n'a jamais eu autant d'entreprises qui ont recruté en apprentissage. Donc bravo, parce que c'était un risque, ça a été compliqué pour installer l'apprentissage. Moi je me suis rendu compte que les entreprises du territoire qu'on taxe de petites entreprises, entre guillemets, elles ont continué à travailler, à former, à faire progresser les gens. Donc, je vais dire peut-être petite entreprise, mais pas petit patron, au sens large du terme. Donc, je suis très fière de notre territoire. Personnellement, je trouve que vraiment, on s'est vraiment bien comporté. Pour être dans un mouvement des femmes chefs d'entreprise, c'est pas forcément le cas de tous les territoires en France. Et puis ensuite, on parlait de l'environnement. Moi, je suis très attachée à ça. Ma formation à la base, c'est de l'agronomie, donc je suis ingénieure agro. Donc évidemment, l'environnement, enfin surtout le développement durable est raisonné et intelligent.
Il ne s'agit pas de faire du bling-bling vert, hein, c'est pas la peine. Donc j'ai contracté un partenariat actif avec l'ONG GERES qui est à Aubagne, hein, belle ONG, qui soutient la solidarité climatique en action. La solidarité climatique en action, c'est essayer de diminuer les impacts de son activité sur l'environnement, tout en faisant quelque chose de profitable pour son environnement local, et notamment les plus faibles, les plus pauvres, et dans un esprit de durabilité, c'est-à-dire de profitabilité pérenne. Et donc je forme des industriels et des financiers, et j'ai pensé que c'était vraiment très important au moment où on nous exhorte à réinternaliser la production industrielle. Et je n'oublie pas que ce sont quand même les financiers qui ont projeté les entreprises à quitter la France pour aller dans des pays à bas coût. Voilà. Christine, le mot de la conclusion. Donc, moi, je suis de toute façon toujours dans l'optimisme et la résilience. Donc, je suis sûre qu'il va y avoir un autre... moi, je crois vraiment à un après, en tout cas à nous, à fonctionner aussi différemment. Et je voudrais qu'on fasse très attention. On a eu beaucoup de mal à gérer la crise avec toutes ces annonces, ces contre-annonces et toute la charge administrative qui nous a été imposée de fait. Elle a été énorme. De fait, nous, on externalise la paye. Aujourd'hui, on avait une ressource pour ça et là, elle a été dépassée. Donc, qu'on ne nous en rajoute surtout pas. Voilà. Avec tout ce que le gouvernement a promis et nous a contraints aussi à faire en interne, donc ça suffit. Ça, laissez-nous travailler maintenant et redresser toute la problématique économique de la France. On veut juste travailler. Voilà. Ok. Bien, bah écoutez, merci à tous. Alors je suis, comme Anne, très fier des entreprises du territoire. Et pas seulement pour leur comportement, mais effectivement parce que il y a une certaine richesse sur le territoire étendebert et ces complémentarités, aujourd'hui, on voit qu'elles jouent. Et c'est une bonne chose. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci à toi. Et je vous dis à très bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.